Chers étudiants, nous allons voir maintenant quelle approche de conduite à tenir globale devant une somnolence diurne excessive. Plusieurs circonstances de consultation pour la somnolence diurne excessive. Certains sujets vont se plaindre d'une somnolence diurne excessive de manière spontanée. Parfois, il s'agit d'un autre trouble qui va constituer le motif de consultation, tel que des céphalées, surtout des céphalées matinales, et les ronflements, l'hypertension artérielle, une douleur chronique, des difficultés scolaires, professionnelles, des accidents de route en série, ou bien lors d'une hospitalisation pour une affection neurologique, psychiatrique, pneumologique ou endocrinienne. Parfois, c'est difficile de différencier somnolence d'une fatigue ou d'une apathie. La somnolence est une condition biologique normale. Tout individu va avoir tendance à faire de la somnolence. Mais ce qui est pathologique, c'est la somnolence diurne excessive, qui constitue une augmentation du risque d'endormissement à des horaires de sommeil inadaptés pour l'individu, avec une augmentation de la propension au sommeil dans certaines pathologies liées au sommeil. Par contre, pour la fatigue, il faut différencier deux types de fatigue. Vous avez la fatigue physique, où la personne va avoir un manque d'énergie, un épuisement, sans étiologie évidente, ou bien la fatigue psychique, dans laquelle il s'agit plutôt d'une manque de motivation, de désir ou d'intérêt pour la vie. Ces deux types de fatigue peuvent exister de manière transitoire et peuvent prêter confusion parfois avec la somnolence. Mais parfois la fatigue va devenir chronique et ça devient de plus en plus fréquent. Enfin, la fatigue excessive chronique, c'est une fatigue qui n'est pas réversible par le repos ou ni par le sommeil et qui est souvent pathologique. Et enfin, il faut différencier la somnolence diurne excessive de l'apathie. Certaines caractéristiques vont permettre de retenir la somnolence diurne excessive. En effet, elle est plus marquée en fin de journée, surtout si la situation est monotone, et surtout au volant d'un véhicule. C'est ce qui fait la gravité de la somnolence diurne excessive dans ces conditions. Les endormissements ne sont pas irrésistibles, mais lorsqu'ils surviennent, ils sont très récupérateurs, surtout s'ils sont de longue durée. Une fois la somnolence diurne excessive fortement suspectée, une évaluation subjective s'impose, tout d'abord en questionnant le patient directement, ou de façon plus formelle, mais toujours subjective, en lui faisant remplir des échelles analogiques. On a au moins deux échelles, la Karolinska et le Stanford, ce sont des échelles très anciennes, ou bien des échelles plus circonstancielles, dans lesquelles le pouvoir de chaque situation intervient directement, comme l'échelle de Porte. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux échelles anciennes. L'échelle de somnolence de Stanford est une échelle de 7 points qui mesure la somnolence subjective, mais n'est pas fiable chez les patients avec somnolence persistante. Donc elle permet surtout d'évaluer une somnolence plus ou moins instantanée. L'échelle de somnolence de Karolinska est une autre mesure subjective similaire à l'échelle de Stanford, avec des réponses sur une échelle de 9 points de mesure. Le maximum de vigilance est coté 1, on parle de état très vigilant, et le maximum de somnolence est coté 9, et 9 désigne que la personne est trop somnolente. Mais ces échelles ne sont pas utilisées en pratique de consultation de sommeil. Ce tableau résume les différents degrés de somnolence selon l'échelle de Stanford. Une troisième échelle subjective, c'est l'échelle visuelle, qui était utilisée surtout dans les troubles du rythme circadien. Dans cette échelle, les sujets sont invités à indiquer leurs sensations sur une ligne arbitraire. L'échelle la plus utilisée en pratique pour évaluer subjectivement la somnolence, c'est l'échelle des Portes qui était établie en 1988 par Jones. Donc, dans cette échelle-là, qui est une échelle circonstancielle, le patient est évalué sur 8 situations avec un score de 0 à 3 pour chaque situation, 3 étant le risque le plus élevé de s'endormir.
Le score maximal global, lorsqu'on fait la somme, est de 24, et un score supérieur à 10 suggère la présence d'une somnolence diurne excessive. Mais malgré tout ça, cette échelle a été faiblement corrélée avec les tests objectifs et les tests itératifs de latence d'endormissement. Ce sont des tests qui permettent d'évaluer la somnolence sur un enregistrement polysomnographique et qui constitue le gold standard à l'heure actuelle pour la somnolence diurne. Les valeurs normales de l'échelle des portes n'impliquent pas nécessairement l'absence de somnolence diurne cliniquement significative. L'échelle des portes est un auto-questionnaire. Elle a le mérite de permettre une forme de pondération de la somnolence. Cette forme de pondération est plus acceptable si l'endormissement survient dans des circonstances passives et monotones, telles que le long voyage en transport public, par exemple. Parce qu'il y a une question qui concerne la conduite automobile, que lors d'une situation plus stimulante comme une discussion avec un ami et qui est plus difficile à évaluer. Cette échelle n'est pas infaillible et son utilité dépend beaucoup de l'honnêteté et de la motivation du patient. Dans cette diapo, vous voyez la version anglaise, qui est la version originale de l'échelle des portes, qui a été publiée dans le journal Sleep en 1991. Cette échelle a été traduite en plusieurs langues, mais la version française n'a pas été validée selon les règles de traduction et contre-traduction. On a une version arabe qu'on utilise dans notre centre de sommet et qu'on a validé selon ces règles-là et qu'on utilise dans notre pratique quotidienne. Tout d'abord, il faut insister sur le fait que on est en train d'évaluer la somnolence au cours de circonstances diurnes et donc au cours de la journée et pas de circonstances nocturnes. Et donc, c'est très important à préciser aux patients cette donnée-là. Deuxième chose, on va parcourir les différentes circonstances et on va constater que certaines circonstances en pratique ne peuvent pas être évaluées chez toutes les personnes. Première circonstance, assis en train de lire, donc on sait dans notre contexte que toutes les personnes ne lisent pas obligatoirement, mais on peut approcher ça éventuellement par la question concernant le circonstance de lire, de regarder des images dans un livre. Deuxième circonstance qui pose problème, c'est les circonstances concernant la voiture. Donc on a une question, la quatrième question, passager dans une voiture pendant 1 heure sans arrêt. Ça, on peut l'avoir plus ou moins en fonction du contexte. Et là se pose le problème pour les gens qui conduisent et leurs circonstances de conduite. Ce sont des gens qui sont plus exposés à la somnolence que les gens passagers. Deuxième chose, le fait de conduire dans une autoroute, c'est pas la même chose que de conduire dans une route nationale. C'est pourquoi dans notre version arabe dialectale, on a une autre version plus détaillée de l'échelle des portes où on précise ces circonstances-là pour qu'on sache et qu'on ait une idée sur la somnolence de manière plus précise. Puis la dernière question, la question 8, c'est la circonstance 8, assis dans une voiture à l'arrêt pendant quelques minutes. Et là, c'est plus difficile à avoir. Et là, c'est une circonstance qui ne peut pas être habituée, les fréquences pour l'individu. De même, il est possible qu'il y ait une différence entre celui qui conduit et celui qui est passager. Et ça, c'est pas clair dans la question. Donc, ce qui fait qu'on risque de sous-estimer la somnolence si on ampute le score de ces 3 questions. Deuxième circonstance qu'on a, c'est en regardant la télévision. Ça, c'est une circonstance qui est commune pratiquement à tous les gens. Troisième circonstance, assis inactif dans un endroit public. Et là, encore, c'est plus difficile à évaluer parce que un endroit public, une réunion, ça peut être le cinéma, ça peut être ces différents endroits n'ont pas la même valeur concernant leur influence sur la somnolence. Donc, on a vu la 4e question concernant le passager dans une voiture. La 5e circonstance, c'est le fait d'être allongé dans l'après-midi
et c'est une circonstance qui est commune pratiquement à tous les individus. La sixième circonstance, c'est assis en parlant à quelqu'un, c'est une situation qui est difficile à obtenir, et donc c'est pourquoi on va demander à la personne pour ces différentes situations d'imaginer les situations à lesquelles il ne peut pas être exposé. Assis après un repas, c'est une circonstance favorisante de somnolence de manière générale, et donc c'est facile à évaluer chez toutes les personnes. Donc vous remarquez qu'il y a certaines questions qui risquent de sous-estimer le degré de somnolence, donc il faut faire attention. Si on donne le questionnaire au patient, et pour le remplir, parce que c'est un auto-questionnaire, il faut le réviser avec lui, et si la somnolence est évidente, on en tient compte, mais si le score est faible, on ne peut pas éliminer une somnolence diurne excessive. Dans ce graphique, vous voyez le résultat du score des portes dans l'étude de Jean lorsqu'il a publié le score des portes en 1991 et dans différentes pathologies. Et vous voyez par exemple dans l'insomnie, l'échelle des portes donnait un score de 0 à 6. Pour le PLMD, c'est-à-dire le mouvement périodique de jambes, un score des portes qui varie entre 2 et 16. Pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, un score des portes qui varie entre 4 et 23. Pour la narcolepsie, un score des portes qui varie entre 13 et 23. Et pour l'hypersomnie idiopathique, un score des portes très élevé entre 12 et 24. Le score des portes n'est pas suffisant pour évaluer la somnolence diurne excessive, surtout s'il y a une discordance entre la plainte du patient et les données de ce score-là. C'est pourquoi il est important de compléter cette évaluation par une caractérisation de la somnolence diurne excessive et les circonstances qui peuvent faire fausser ce résultat. Tout d'abord en cherchant des accès de sommeil irrésistibles et rafraîchissants au cours de la journée. Est-ce que le patient fait des siestes de longue durée
et qui malgré ça ne sont pas réparatrices? Est-ce que cette somnolence est plus ou moins permanente ou elle varie dans le temps? Est-ce que le patient il a une durée de sommeil très longue, prolongée, même au cours de la journée? Et est-ce qu'il se réveille facilement le matin ou après une sieste où il a difficulté à le faire? Une autre chose à caractériser, est-ce que lorsqu'il se réveille le matin, il présente de la fatigue et des céphalées et qui traduisent un sommeil non récupérateur? Enfin, la somnolence, est-ce que plutôt c'est une somnolence du matin ou plutôt une somnolence du soir? Et est-ce qu'il présente des périodes de sommeil qui s'échelonnent sur plusieurs jours consécutifs? L'autre étape, c'est d'évaluer les signes associés à la somnolence diurne excessive. Ces signes traduisent soit les répercussions de la somnolence, de la privation de sommeil, ou permettent une orientation étiologique. Et ces signes-là peuvent être approchés en utilisant un questionnaire du sommeil détaillé. On a un questionnaire détaillé du sommeil qu'on utilise dans le centre de médecine de sommeil. Tout d'abord, vous avez des signes diurnes. Tout d'abord, la fatigue. Cette fatigue peut être approchée par un score, comme le score d'Epworth. Il y a un score de fatigue, donc il y a ce qu'on appelle le score de Pichot. Les céphalées du réveil, céphalées matinales, ce sont des céphalées qui vont s'estomper progressivement au cours de la journée, traduisant un problème de privation de sommeil. Les troubles du caractère, de l'humeur, et là on peut aussi utiliser des échelles de dépression par exemple, les troubles de mémoire, les troubles de l'appétit, les troubles gastro-intestinaux, les troubles sexuels, les cataplexies, les hallucinations hypnagogiques, les paralysies du sommeil lors des endormissements diurnes, les impatiences des membres inférieurs. L'autre étape, c'est d'évaluer les signes associés à la somnolence diurne excessive, aussi bien diurne que nocturne, qui pourraient traduire soit les répercussions de la somnolence, soit les répercussions de la privation de sommeil, ou ils peuvent donner une orientation étiologique de cette somnolence. Donc particulièrement les signes diurnes qu'on va chercher, les troubles du caractère, de l'humeur, de la mémoire, de l'appétit, les troubles gastro-intestinaux, les troubles sexuels, les cataplexies, les hallucinations hypnagogiques, les paralysies du sommeil lors des endormissements diurnes, les impatiences des membres inférieurs. Un questionnaire du sommeil détaillé permettrait de faciliter la recherche de ces signes. Les symptômes nocturnes, dont certains sont souvent signalés que par le conjoint. Donc on a les ronflements, les pauses respiratoires, la lectuerie, l'agitation, un réveil étouffé, la salivation sur l'oreiller, les sueurs excessives, en particulier les sueurs autour du cou, les hallucinations hypnagogiques, les paralysies du sommeil, les mouvements des membres. Donc tous ces signes-là, nocturnes, on doit les chercher pour l'orientation étiologique de la somnolence. On précise les antécédents personnels et familiaux, les antécédents pathologiques et les antécédents concernant le sommeil, aussi bien pour la personne que pour la famille, le statut socio-professionnel et le statut familial, l'hygiène de sommeil, et là probablement on aura besoin d'un agenda du sommeil en fonction du contexte, et surtout préciser l'heure du coucher, l'heure du lever, la durée du sommeil, la latence d'endormissement, les habitudes alimentaires, les boissons, le café, le thé, le tabac, l'alcool. On complète par un examen physique adapté à la pathologie du sommeil. Et particulièrement, on va évaluer la taille, le poids, l'index de masse corporelle, évaluer la morphologie faciale, un examen ORL succinct. On va rechercher des signes de neuropathie, des douleurs, évaluer la tension artérielle, évaluer l'état psychologique du patient en recherchant une note dépressive qui est à utiliser un score de dépression. On a plusieurs scores, on a le score de Hamilton, le score de HAD qui permettent d'évaluer et d'approcher cet élément-là. La recherche des signes associés à la somnolence diurne excessive, des antécédents organiques du patient et l'examen physique vont approcher l'appréciation de la sévérité de la somnolence diurne excessive.
Cette sévérité de la somnolence peut être appréciée de manière un peu plus objective. C'est d'abord par l'intermédiaire du score d'Epworth. Généralement, le score d'Epworth permet d'apprécier la sévérité selon 3 stades. Le stade léger, en réalité, c'est l'absence de somnolence diurne excessive. C'est lorsqu'on a un score qui est entre 0 et 9. Entre 10 et 15, on va parler de somnolence diurne excessive, qui est modérée, et la somnolence diurne excessive, elle est sévère à partir de 16 jusqu'à 24 points. La Société de pneumologie langue française a établi une échelle de somnolence basée surtout sur la répercussion de la somnolence diurne excessive sur la vie sociale et professionnelle et en fonction des activités exercées par la personne. Donc tout d'abord, dans cette classification, on a 3 stades. La somnolence diurne excessive est légère lorsqu'il n'y a pas ou peu de répercussions sur la vie sociale ou professionnelle pendant des activités qui nécessitent peu d'attention. Elle est dite modérée lorsqu'il y a une répercussion modérée sur la vie sociale ou professionnelle pendant des activités qui nécessitent un peu plus d'attention. La S2 est considérée comme sévère lorsqu'elle va perturber de façon importante la vie sociale ou professionnelle de l'individu pour des activités de la vie quotidienne telles que manger, parler, conduire, etc. Cette évaluation clinique est la plus facile et la plus pratique à réaliser, mais on peut être plus objectif aussi bien pour poser le diagnostic de somnolence diurne excessive que pour évaluer sa sévérité en réalisant des examens de laboratoire. L'évaluation objective de la somnolence diurne excessive n'est pas obligatoire en pratique quotidienne. Elle ne peut se réaliser que dans un laboratoire ou dans un centre de médecine de sommeil. Et réalisée surtout si on n'a pas d'orientation étiologique ou si on a un doute sur l'existence ou sur la sévérité de la somnolence diurne excessive. Et donc, cette évaluation objective va permettre tout d'abord, par exemple, de distinguer une somnolence diurne excessive de la fatigue, par exemple, de quantifier la sévérité de la somnolence diurne excessive, pas uniquement par le score d'Epworth, mais avec le test de latence d'endormissement et en évaluant la durée que le patient va mettre pour s'endormir, ou permet de poser le diagnostic de certaines pathologies telles que la narcolepsie en absence de cataplexie ou l'hypersomnie idiopathique. Il y a tout d'abord la pupillométrie, on a le test d'Osler, et puis on a le test qui est le plus utilisé en pratique quotidienne dans les laboratoires de médecine de sommeil, c'est le test itératif de latence d'endormissement. Donc, c'est quoi la pupillométrie? La pupillométrie, elle repose sur l'observation qu'une vigilance intacte s'accompagne d'une pupille dilatée et stable. Tandis qu'une baisse de la vigilance, c'est-à-dire de l'existence du somnolence, va entraîner une pupille qui est petite et instable. Mais la valeur de cette pupillométrie est incertaine, puisqu'il y a des conditions médicales et médicamenteuses qui peuvent modifier son diamètre. Deuxième examen d'évaluation objective de la somnolence diurne excessive, c'est le test d'Osler, Oxford Sleep Resistance Test. C'est un test qui est simple. C'est une diode qui va s'éclairer à intervalles réguliers de 3 secondes et le sujet doit répondre à cet éclairage en appuyant sur un interrupteur. L'absence de cette réponse consécutive traduit un endormissement de 21 secondes. Quoique très utile, ce test manque de valeur normative. Donc vous voyez ici un sujet qui est allongé, qui est en train d'exécuter le test d'Osler. Donc ce test d'Osler, c'est 2 boîtiers, un boîtier qui va permettre de déclencher le signal et un boîtier pour que le patient puisse répondre au signal. Et en bas, vous voyez un diagramme qui permet d'évaluer les oublis de la personne. Et 7 oublis successifs traduisent un endormissement de 21 secondes. Donc, comme on l'a dit, les tests les plus objectifs sont les tests itératifs de latence d'endormissement. Et à côté de ça, vous avez les tests de maintien d'éveil.
Ces tests sont bien codifiés et valables dans leurs résultats. Bien sûr, ils sont plus lourds car ils demandent l'enregistrement et la lecture des tracés de sommeil dans des conditions particulières de laboratoire de sommeil. Donc, un résumé de ces tests. Tout d'abord, le test itératif de latence d'endormissement. Il comprend 5 siestes, une à 9 heures, une à 11 heures, 13 heures, 15 heures et 17 heures. Et il y a des consignes très particulières, très strictes à respecter par la personne. Dans un lit, dans l'obscurité, la consigne, c'est de se laisser aller, de ne pas lutter contre le sommeil, et le réveil va se déclencher après 20. Donc, le TIL est dit pathologique lorsque la moyenne de latence d'endormissement entre les 5 tests elle est inférieure à 8 minutes, ce qui permet de confirmer la somnolence diurne excessive. Ici, on a un exemple de résultat de TIL positif et qui a permis aussi de confirmer la narcolepsie. En effet, dans le premier schéma, vous avez l'hypnogramme. Et ce qui est en gras, c'est le sommeil paradoxal. Et en bas, vous avez les colonnes qui vous montrent surtout la latence de sommeil, la latence du sommeil paradoxal. Et on voit bien que la latence du sommeil est inférieure ici à 6 minutes. Ça veut dire que ce patient-là, il a une somnolence excessive très importante. Il est inférieur à 6 minutes dans les 5 tests. Et donc la moyenne elle est inférieure à 8 minutes. Et la latence de sommeil paradoxal, elle est très réduite. Et elle a un endormissement en sommeil paradoxal dans 4 tests. Et donc ce qui permet de confirmer aussi en même temps le diagnostic de narcolepsie. Le test de maintien de l'éveil comprend lui 4 siestes, l'une à 9 heures, 11 heures, 13 heures et 15 heures. Là, le sujet doit résister au sommeil, donc on lui demande de rester demi-assis dans un lit, en lumière faible, et la consigne, c'est de résister au sommeil. Et le réveil doit se déclencher après 1 minute de sommeil. L'objectif donc, c'est de quantifier le risque d'endormissement, et particulièrement lorsqu'on démarre un traitement ou lorsqu'on veut évaluer dans le cadre d'un médecine de travail le risque de somnolence chez les conducteurs. Et la normale, c'est plus de 19 minutes en moyenne. Mais ces tests objectifs ne sont pas applicables dans la vraie vie. Et c'est un problème majeur, et d'autant plus qu'il y a une manque de corrélation avec les évaluations par le questionnaire et particulièrement par le score d'Epworth. Et donc, on va les réserver dans des conditions particulières lorsque on a le doute sur la somnolence diurne excessive et que ça constitue une plainte majeure pour le patient. Deuxième chose, c'est lorsqu'on veut poser le diagnostic de certaines pathologies particulières, telles que la narcolepsie par exemple, ou bien lorsque le patient garde une somnolence résiduelle dans le cadre de traitement par PPC pour le SARS. On utilise le terme de somnolence diurne excessive, mais aussi on utilise le terme d'hypersomnie. Et dans ce tableau-là, on résume les principales étiologies des hypersomnies. Donc vous voyez qu'il y a des hypersomnies induites et volontaires. Et à leur tête, on trouve l'insuffisance de sommeil ou la privation de sommeil volontaire et qui est fréquente. Et il y a les causes médicamenteuses, la consommation d'alcool. Et puis vous avez les hypersomnies spontanées, les hypersomnies spontanées primaires. Et là vous avez la narcolepsie incomplète, c'est-à-dire la narcolepsie sans cataplexie. Les hypersomnies idiopathiques et les hypersomnies récurrentes. Ce sont des pathologies qui ne sont pas fréquentes, mais auxquelles il faut faire attention parce que ils existent dans notre population. Deuxième étiologie qui sont fréquentes, ce sont les hypersomnies spontanées secondaires et à leur tête les syndromes d'apnée obstructive du sommeil et les autres syndromes d'apnée du sommeil à un moindre degré. Et vous avez les autres étiologies des micro-éveils, en particulier les mouvements périodiques de jambes, ou les étiologies d'insomnie d'endormissement, telles que le syndrome de jambes sombres repos. Et puis vous avez les hypersomnies d'origine psychiatrique, en particulier la dépression, les hypersomnies d'origine neurologique et les hypersomnies métaboliques.
Puis vous avez dans la quatrième rubrique les troubles du rythme circadien et en particulier le travail posté, les syndromes de retard de phase et l'avance de phase et les jet lag syndrome. Et donc, ces étiologies-là, il faut y penser, il ne faut pas se restreindre dans le syndrome d'apnée obstructive de sommeil comme étiologie de l'hypersomnie. Et donc, ça pourrait constituer un diagnostic différentiel de ce syndrome-là, et particulièrement lorsqu'on va garder une somnolence résiduelle sous traitement par PPC. Donc la dernière classification de ces troubles du sommeil et des étiologies de la somnolence diurne excessive, vous allez la retrouver dans la classification internationale de la pathologie du sommeil dans sa 3e édition, l'édition du ICSD. Donc vous avez ici les deux versions, la version anglaise et la version française. Nous allons voir maintenant quelques éléments d'orientation étiologique qui vont nous permettre d'évoquer ces étiologies de somnolence diurne excessive. Donc tout d'abord, il y a des questions pertinentes qu'on doit poser. La première étiologie la plus fréquente, c'est la privation chronique de sommeil. C'est certainement la cause la plus fréquente, mais le syndrome d'insuffisance de sommeil n'est à l'origine que d'environ 6% des consultations pour somnolence. Les personnes somnolentes, dans le cadre de la privation chronique de sommeil, sont conscientes d'amputer volontairement leur temps de sommeil au profit d'activités. Cette étiologie doit être particulièrement évoquée chez les adolescents, chez les jeunes cadres et chez les travailleurs postés qui sont les plus exposés à la somnolence diurne excessive dans ce contexte. La dette de sommeil va entraîner des symptômes dont l'intensité est proportionnelle à son propre degré de vulnérabilité. En grande partie, il y a une origine génétique qui va conditionner l'influence et le retentissement de la somnolence diurne excessive et de la privation de sommeil. La recherche des répercussions diurnes de la privation chronique de sommeil va nous permettre de faciliter, d'évoquer le diagnostic de privation chronique de sommeil, et particulièrement la recherche de la fatigue, les troubles de l'humeur, les baisses des performances, les incoordinations qui sont habituelles dans ce contexte, les céphalées, les troubles gastro-intestinaux, les douleurs musculaires, et puis des répercussions organiques, et particulièrement la recherche de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'obésité. Et lorsqu'on a un doute sur l'implication de la privation chronique de sommeil et des mesures d'hygiène de sommeil, on peut s'aider de l'agenda de sommeil qui va rechercher un sommeil irrégulier, les endormissements et les réveils qui sont tardifs et qui va préciser le mode de vie du patient. Après la privation chronique de sommeil, on a la première étiologie de somnolence diurne excessive secondaire qui est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a deux questions importantes, c'est de chercher le renflement et de chercher les pauses respiratoires pendant le sommeil, et le conjoint va nous aider dans ce contexte. Et puis, on a des questions qui vont nous aider à évoquer certaines étiologies de somnolence diurne excessive ou d'hypersomnie primaire, et en particulier la narcolepsie, ou des symptômes qui peuvent exister aussi bien dans la narcolepsie que dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En effet, les attaques de cataplexie vont nous faire évoquer surtout la narcolepsie dans sa forme narcolepsie-cataplexie, et pratiquement c'est un diagnostic de confirmation. Et puis les hallucinations hypnagogiques et les paralysies du sommeil qui peuvent exister aussi bien dans la narcolepsie que dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les automatismes au cours de la nuit, en particulier certains mouvements particuliers qui peuvent évoquer les troubles de comportement du sommeil paradoxal, ou bien des coups de pied par exemple, qui peuvent évoquer un sommeil agité ou des mouvements périodiques de jambes. On va chercher un sommeil de nuit perturbé et qui est souvent existant chez les patients atteints de narcolepsie. Donc, on a parlé des mouvements inhabituels ou les coups de pied qui peuvent exister au cours du sommeil et qui peuvent traduire le syndrome de mouvements périodiques de jambes. Et les antécédents dépressifs ou le contexte de dépression peuvent constituer une étiologie de somnolence diurne excessive.
Une insomnie d'endormissement ou de maintien secondaire au syndrome de jambes sans repos peut être responsable de la réduction de la durée du sommeil chez la personne. Et là, on va chercher les paresthésies ou des mouvements de jambes incontrôlables en endormissement ou en début de soirée et qui vont être soulagés par les mouvements ou par la marche avant de s'endormir. De même, on va chercher des antécédents familiaux qui seront importants dans certains troubles de sommeil primaire, tels que la narcolepsie, le syndrome de jambes sans repos et même le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et qui peuvent renforcer le diagnostic supposé. Enfin, on va chercher les étiologies médicamenteuses. Certains médicaments particuliers doivent être recherchés, en particulier les anxiolytiques et les hypnotiques, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les régulateurs de l'humeur, les antiépileptiques, les antihistaminiques anti-H1, les antalgiques, les médicaments à visée cardiovasculaire et les anticholinergiques. Si l'interrogatoire n'évoque aucune de ces étiologies, on va évoquer l'hypersomnie idiopathique, surtout lorsqu'il existe en plus un sommeil non réparateur, et même si la personne prolonge sa durée de sommeil, il ne sent pas qu'il a récupéré. L'examen physique peut retrouver certains éléments qui peuvent orienter vers des causes médicales ou neurologiques et il est particulièrement intéressant dans le cadre du syndrome d'apnée obstructive du sommeil pour faire un examen ORL sommaire à la recherche d'anomalies anatomiques qui peuvent favoriser le syndrome d'apnée obstructive du sommeil au niveau des voies aériennes supérieures. Quels sont les moyens de confirmation? Les enregistrements de sommeil doivent être utilisés pour confirmer le diagnostic clinique et ils doivent être orientés par l'anamnèse et l'examen physique. Donc nous n'allons pas discuter toutes les indications, mais il faut savoir que dans le cadre des troubles respiratoires de sommeil, on a deux moyens, on a la polygraphie ventilatoire et on a la polysomnographie. Et généralement, ces examens doivent être indiqués par quelqu'un qui a fait une formation dans le cadre de la médecine du sommeil. Il y a d'autres examens qui peuvent être utilisés pour le diagnostic, en particulier la polysomnographie de 24 heures et particulièrement dans l'hypersomnie idiopathique. Et la vidéopolysomnographie, elle est particulièrement intéressante pour visualiser certains mouvements anormaux ou certains troubles de comportement du sommeil, tels que les parasomnies, tels que les troubles du comportement du sommeil paradoxal, et même pour visualiser les mouvements périodiques de jambes. Donc je vais vous présenter un petit arbre décisionnel à titre indicatif qui va nous permettre d'indiquer les différents examens et la prise en charge de ces patients qui ont de la somnolence diurne excessive. Donc le premier élément à rechercher en cas de somnolence diurne excessive, c'est d'évoquer les symptômes qui vont orienter vers le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et particulièrement le ronflement. Donc si ce ronflement existe ou des pauses respiratoires, on va demander la polygraphie ventilatoire. Si l'index d'apnée-hypopnée est supérieur ou égal à 30, donc on peut retenir facilement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et on peut démarrer le traitement. Mais par contre, lorsque l'index d'apnée-hypopnée est inférieur à 30, il est nécessaire de faire une polysomnographie pour qu'on puisse rétablir éventuellement la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, parce qu'il y a certains événements qui ne peuvent pas être scorés dans la polygraphie. S'il n'y a pas de ronflement, on va vérifier tout d'abord l'hygiène de sommeil, et là on va s'aider éventuellement d'un agenda du sommeil. Est-ce qu'il existe des éléments orientant vers une dépression? Est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse particulière? Si on a un de ces éléments, on va corriger cet élément-là et revérifier la somnolence diurne excessive.
S'il n'y a pas d'éléments orientant vers une hygiène de sommeil perturbée ou une dépression prise médicamenteuse, donc il faut vérifier le sommeil nocturne, est-ce que c'est un sommeil réparateur ou non. Si c'est un sommeil non réparateur, donc il est obligatoire de réaliser une polysomnographie qui va tout d'abord nous orienter vers soit une insomnie, soit vers une fragmentation du sommeil, et particulièrement en recherchant l'indice de micro-éveil et en l'évaluant, et pour rechercher d'autres étiologies de fragmentation hormis les apnées, et en particulier soit les mouvements périodiques de jambes, soit un syndrome de résistance des voies aériennes supérieures. Par contre, s'il y a un sommeil nocturne qui est réparateur, et là, il faut évoquer les étiologies de somnolence diurne excessive primaire, et particulièrement, tout d'abord, la narcolepsie, et là, on va chercher, est-ce que le patient présente des épisodes de cataplexie? Si ça existe, donc on peut retenir le diagnostic de narcolepsie cataplexie, et on peut toujours faire un test itératif de latence d'endormissement pour encore confirmer le diagnostic. Par contre, s'il n'y a pas de cataplexie, là, on va penser à soit une narcolepsie sans cataplexie, soit à l'hypersomnie idiopathique. Et dans ce contexte-là, on va faire un Holter-EEG, c'est-à-dire un enregistrement du sommeil durant 24 heures pour chercher l'hypersomnie idiopathique, c'est-à-dire un allongement du temps de sommeil. Et si on a toujours le doute sur la narcolepsie, on fera en plus un test itératif de latence d'endormissement pour confirmer le diagnostic. Et dans certains contextes, on pourra évoquer certaines lésions du système nerveux central.